Dans l'épisode du jour, j'ai envie de penser à toi et je vais te partager les points les plus importants pour que tu puisses aider ton proche de manière équilibrée, pour pouvoir de manière simple, tout en pensant à toi et à tes capacités. Et oui, tu es aussi très important dans la situation, tu n'es pas seulement qu'un aidant, tu es aussi un être humain. Hey, bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Raconte-moi ta dépression, c'est le podcast dont vous avez besoin pour gérer au mieux la vôtre et celle de votre proche. Moi, c'est Manuela et je suis coach pour dépressifs et pour proches de dépressifs. Après dépression, rechute et tout ce qui va avec, j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir apporter aux personnes qui en souffrent directement ou indirectement je dis bien tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour mieux gérer la mienne. D'ailleurs, n'écoute surtout pas la voix de la dépression et ne pense même pas un seul instant que tu ne puisses pas t'en sortir. Vois cet épisode comme une conversation chaleureuse avec une amie qui n'a qu'une seule envie, t'aider face à ta dépression. Tu es perdu, tu ne sais plus comment faire, la dépression de ton proche commence à te dépasser, et bien toi aussi, tu es au bon endroit. Je te proposerai, cher proche, des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Chaque mercredi pour les proches des dépressifs et chaque vendredi pour les dépressifs, ici, je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie, motivation et savoir-faire. Alors, tu t'installes confortablement, tu prends une petite boisson chaude et un plaid, ou alors tu augmentes le son dans ta voiture et c'est parti! Bienvenue à toi, cher proche, dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet très important, de l'équilibre et de la simplicité dans l'aide que l'on doit apporter à notre proche qui souffre de dépression. Voici la scène suivante. Tu te retrouves avec ton proche qui souffre de dépression et cette personne, met un peu de distance dans votre relation. C'est une personne qui t'appelle bien moins, qui ne prend plus vraiment beaucoup de nouvelles, elle a du mal à répondre à certains messages, etc. Forcément, pour toi, ça touche certaines blessures, t'es un peu déçu, mais bon, tu te dis, c'est une personne qui est en dépression, je prends soin d'elle. Et puis tout à coup, ton proche te demande de l'énergie, te demande du temps, te demande un petit peu des questions, de répondre à certains de ses problèmes, etc. Et puis toi t'es là, positif, t'essaies d'entretenir la relation, etc. Au fur et à mesure que le temps passe, tu te rends compte que ton proche, il prend plus vraiment de tes nouvelles, te demande pas vraiment comment tu vas. Ton proche n'arrête pas de dire que dans la relation, il y a de la pression, qu'il a besoin d'espace. Que du coup, tu fais plein de choses, mais c'est pas ce que t'as demandé. Et tu vas te retrouver dans une relation où, l'autre, il ne te donne plus vraiment grand chose. Et dans cette situation-là, toi, tu continues encore à donner beaucoup d'amour, donner beaucoup d'aide, parce qu'un dépressif, il faut être positif, il faut être là. Sauf qu'au bout d'un moment, tu commences à te fatiguer, la lassitude commence à arriver. Mais là, tout à coup, espoir. Tu vois ton proche qui a l'air d'aller bien mieux depuis plusieurs semaines. Il commence à t'envoyer des messages, à penser un petit peu à toi. Ah, c'est génial, c'est apaisant. J'ai commencé à voir une thérapeute. C'est encore mieux. Mais tout à coup, ton proche redégringole, ça va pas du tout. Il se remet dans son coin, il répond plus aux messages, etc. Et là, toi, t'en peux plus. Tu en as marre et tu dis à ton proche, écoute, moi j'en peux plus, tu ne fais pas assez d'efforts par rapport à ce que je t'ai demandé. Et malheureusement, moi je préfère mettre des distances pour me protéger. Est-ce que tu te reconnais un peu dans cette histoire ou peut-être que tu t'imagines être capable d'avoir cette histoire? Aujourd'hui, en tant que thérapeute dépression, c'est une histoire que j'observe régulièrement, voire même tous les jours. C'est quoi le problème de cette histoire? À travers le podcast, j'ai toujours voulu permettre aux personnes de comprendre le fonctionnement d'un dépressif. L'objectif ici, c'est de savoir comment notre proche en dépression fonctionne par rapport à la maladie. Est-ce que ça veut dire que l'on doit se spoiler? Est-ce que ça veut dire qu'on doit se sacrifier? Est-ce que ça veut dire qu'on doit faire tous les efforts face à notre proche qui est en dépression? Pour moi, c'est un déséquilibre. Et la réalité, c'est que la dépression de notre proche vient rechercher chez nous des réactions. Quand quelqu'un vient nous voir avec notre plus grand sourire, notre corps réagit énormément. Il est content, c'est agréable, quelqu'un me sourit. Mais quand quelqu'un arrive avec de la négativité, est-ce que ça va être pareil? #oui. Parce que la réalité, c'est que quand on est face à quelqu'un qui réagit, quelle que soit la manière dont il va réagir, notre corps réagit. Et quand on réagit à de l'indifférence,
à de la négativité, à des émotions qui sont pas agréables, à un moment donné, notre corps demande de se protéger. Et donc, du coup, notre aide va être biaisée. Pourtant, notre objectif en tant qu'aidant, c'est d'apporter une aide équilibrée et simple, adaptée aux besoins de la personne et adaptée à soi-même. Vraiment, ce que moi je vois beaucoup, c'est qu'on laisse sous couvert de dépression beaucoup de mauvais comportements, sans oublier en fait la réalité que la dépression va avoir un impact sur nous aidants. Et qu'en fait, c'est bien de comprendre pourquoi le dépressif il a telle ou telle action, et qu'il est bien d'utiliser de l'amour et de la bienveillance pour traiter la situation, mais il est important d'avoir un équilibre dans l'aide que l'on va apporter et dans les aides, dans ce qu'on va donner, et qu'on doit apporter une aide qui soit simple, adaptée à la personne. Comment ça va se manifester tout ça ? Eh bien, ça va être très simple. L'équilibre qu'on doit avoir, c'est que le fait qu'à la fin de la relation qu'on a avec cette personne, on ne va pas être complètement déçu, complètement à terre, besoin de se séparer pour réussir en fait tout simplement à comprendre à la personne qu'elle a abusé. Pour moi, c'est un truc que je vois beaucoup, c'est qu'on doit arriver à certains stades pour comprendre ça. Et pourtant, moi, en tant que thérapeute dépression, je suis persuadée que certains stades, on n'a pas besoin de les atteindre pour pouvoir les gérer. J'ai un conjoint dépressif qui est venu me voir un jour, puisqu'il a été envoyé par un de mes patients, qui me dit « Je me rends vraiment compte, Manuela, de tout le travail que fait mon conjoint. La réalité, c'est que je me sens perdue et que je ne sais pas quoi faire. » Et en fait, avec cette phrase, quand je l'ai partagée à mon patient, alors mon patient est au courant que je partage cette histoire, ne vous inquiétez pas, il me dit « Mais j'ai tellement l'impression qu'il ne me partage pas cette information-là. » L'équilibre qu'on doit avoir avec notre proche en dépression est très important. C'est quoi cette notion d'équilibre dans l'aide que l'on va apporter ? Premièrement, l'équilibre va être la manière dont on va réceptionner la dépression de l'autre. Il y a un truc qu'il faut savoir. La dépression d'une personne va venir activer nos peurs, nos craintes et notre stress. C'est comme ça. Et donc, pour réussir en fait à gérer au mieux la situation, on a besoin de prendre le recul nécessaire pour pouvoir être conscient de comment la dépression va nous toucher. La dépression a le don de faire mouche et donc elle va toucher nos blessures personnelles, notre peur de l'abandon, notre peur du rejet, le manque affectif et plein d'autres blessures qui peuvent venir de notre enfance. Et donc forcément, quand on est face à notre proche, eh bien nos travers vont se mettre en avant. Si par exemple, pour l'avoir vécu personnellement, tu es une personne qui a du mal à dire non, eh bien quand tu vas être face à un dépressif, ça va être très difficile de dire non puisqu'il vient te pousser dans tes retranchements. Si tu es quelqu'un qui a besoin en fait tu donnes de manière généreuse sans te rendre compte et que tu ne mets pas de rempart dans ta protection avec les autres, dans la manière dont tu vas te protéger des autres, eh bien forcément la dépression va venir casser ta rempart et venir se faufiler dans le gouffre qu'il peut y avoir. La dépression vient toujours nous toucher dans nos points les plus sensibles. L'équilibre, c'est nous permettre que notre manière d'aider la personne ne va pas être biaisée par cet équilibre. Parce qu'en fait, si aujourd'hui mon proche en dépression, il vient toucher mes insécurités, ça veut dire que je dois me protéger de mes insécurités. Donc là, c'est un travail que moi je dois faire de mon côté. D'ailleurs, c'est un travail que je fais avec presque tous les patients qui viennent me voir moi en tant qu'aidant. D'abord, les fragilités de la personne pour les consolider. Mais l'équilibre, ce n'est pas que sur nos propres petits défauts personnels et notre difficulté de construction. L'équilibre, elle va être au fait sur le fait de faire des concessions ou des sacrifices. Quand je parle d'équilibre, c'est que, à force de sacrifier notre temps, notre énergie, de nous dire oui, c'est le petit dépressif, c'est pas sa faute, c'est comme ça, etc., on va être amer. Parce que la dépression, c'est long et c'est une maladie d'ingrat. Je sais, j'ai été cette ingrate. Je vais te prendre un petit peu un contexte. J'ai commencé ma dépression en janvier 2016. J'ai commencé une thérapie en juin 2017. Et je suis sortie de ma dépression en octobre 2018. Aujourd'hui, je peux te raconter tout ça parce que j'ai l'expérience qui est derrière moi. Mais la réalité, ma sœur, mon frère, c'est que le truc, c'est que c'est mon mari qui a géré ça pendant 2 ans, presque 2 ans, 2 ans et demi. C'est lui qui a géré tout ça. Il a dû gérer mes hauts, mes bas et mes difficultés. Si mon mari n'avait pas mis de règles dans la situation, eh bien, il aurait été déçu
Et en fait, la déception de voir que je ne faisais peut-être pas d'efforts, de voir que peut-être que j'étais pas motivée, de voir que j'avais envie de ne rien faire, allait biaiser l'aide qu'il va apporter. Ben oui, quand le partenaire ne nous donne pas de gestes d'affection, on est capable de tenir 1 mois, 2 mois, au bout de 6, au bout de 7, au bout de 1 an. Comment on fait ? On accepte que le partenaire, il est en dépression, je peux pas avoir des gestes d'affection. Bah ça va forcément nous toucher. On est tous avec un besoin affectif, on a tous un besoin affectif. Donc au bout d'un moment, c'est dur d'être avec quelqu'un qui est en dépression. Et donc l'équilibre, c'est de mettre un cadre. Je peux accepter, mon conjoint, que tu ne peux pas m'apporter de l'affection, mais c'est un besoin physiologique de la pyramide de Maslow. J'ai besoin d'avoir un geste d'affection, même si tu es en dépression. Je comprends à travers les podcasts de Manu que tu ne peux pas me le donner, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible et qu'on ne peut pas réapprendre à s'aimer. C'est ça l'équilibre, de pouvoir en fait faire en sorte que dans la situation dans laquelle on est, je puisse apprendre à répondre à mes besoins. L'équilibre, c'est de trouver l'équilibre entre les capacités de mon proche et mes besoins. Par exemple, un conseil que je donne beaucoup en ce moment, je sais pas trop pourquoi je donne beaucoup ce conseil en ce moment, c'est l'équilibre sur les appels quand on est à distance. Quand on est à distance et que notre partenaire, du coup, on vit pas avec cette personne, les messages, c'est l'instinct de survie. Sans message, la relation ne peut pas tenir. Donc je préfère dire à mon partenaire, je veux un texto de bonjour, un texto de bonne nuit, et c'est tout ce que je te demande. Je m'en fiche qu'il n'y ait pas de emoji. Je veux juste que tu puisses me répondre. Et si jamais je t'envoie un message et que tu n'es pas dans la capacité de me répondre, envoie-moi un petit emoji marrant, genre un emoji petite tête cœur en disant en gros qui veut dire je suis fatigué, c'est dur de répondre, pour être sûr d'avoir toujours de la communication. Je rappelle, l'équilibre est nécessaire entre mes besoins et les incapacités de mon proche. Je sais que mon proche est en difficulté de m'envoyer un texto parce que c'est difficile pour lui parce qu'il est en dépression, mais moi j'ai besoin de quelque chose, je trouve l'équilibre. Et grâce à ça, je ne vais pas être aigrie, amère, déçue, et ça ne va pas impacter l'aide que j'apporte à mon proche. Ben oui, si je suis déçue, amère par rapport au fait que mon partenaire est en dépression, que mon enfant, que mon meilleur ami ne fait pas de gestes envers moi, au bout de 3, 6 mois, 7 mois, 8 mois, je vais être déçue et je peux même casser la relation parce que je trouve que la personne ne fait pas d'efforts. Moi, il y a un truc que j'avais vraiment dit une fois à mon mari. Un jour, mon mari, il me dit, tu te rends pas compte, Manu, ça fait des semaines et des semaines que, voilà, c'est compliqué, j'ai pas de geste d'affection de ta part, c'est très dur pour moi, tu vois, je te fais ce sacrifice. Et un jour, je lui ai dit, mais je ne t'ai jamais demandé de le faire. J'ai dit, si tu trouves que c'est très dur que je ne te fasse pas de geste d'affection, tu n'as qu'à me le dire. Je ne suis pas dans ta tête pour savoir. Donc, je préfère que tu me dises, Manu, j'ai besoin d'un câlin, et que je te dise si je peux te le donner ou pas, ou si je peux te le donner plus tard dans la journée. Oui, mais c'est pas spontané. Oui, mais mon frère, je suis en dépression. Donc forcément, tout ce qui est en rapport avec un geste d'affection ne sera pas spontané, mais tu auras ton geste d'affection. Par le fait que je fais un effort, je te prouve que je t'aime. Je suis désolée, ce geste d'affection, il est canon. Et en fait, vraiment, mon mari, sur le coup, il a été un peu surprise de ma réaction. Et moi, j'étais agacée de me faire disputer sur quelque chose que j'ai rien demandé. Et que oui, je lui ai dit que c'était dur de lui faire un geste d'affection, mais je ne t'ai pas demandé de te sacrifier au point d'être arrivé à un moment donné où du coup tout ne tourne que sur ce problème. L'équilibre est donc important. Vraiment, si tu as la sensation à travers le podcast que quand je t'explique comment fonctionne un dépressif, eh bien, c'est une espèce de validation, le pauvre dépressif, il peut pas le faire, donc il n'y a pas de solution, c'est un peu faux. Il faut s'asseoir et trouver l'équilibre. Alors forcément, ça va demander du temps. Il y a certaines choses d'équilibre qui va être faites, peut-être parce qu'une thérapie va être faite. Il y a certaines choses d'équilibre qui va se valider parce que mon proche aura retrouvé un nouveau boulot, que mon proche sera dans une autre situation, etc. Il y a des choses qui vont être en accord avec la situation de la personne. Mais passer du temps ensemble, répondre à un message, proposer un simple geste d'affection, demander comment ça va, c'est des choses qui peuvent être demandées et qui peuvent être faites avec la dépression. Donc si tu veux aider simplement ton proche, il faut que tu sois dans l'équilibre. À toi de t'asseoir et de te poser pour pouvoir comprendre ce dont tu as besoin.
Alors, on est d'accord, ici c'est une analyse personnelle, et ensuite pour mettre en place les choses avec ton proche, tu devras le faire étape par étape. On y va étape par étape. Je ne peux pas proposer 25 combats en une soirée. C'est un combat à la fois. Si le combat du moment, c'est remettre en place peut-être une communication par texto, et que entre-temps je veux qu'on organise une soirée à 2, non, la première chose qu'on va mettre en place, c'est remettre en place les textos. Et donc du coup, peut-être que je vais mettre pendant une semaine ou 2, on va travailler sur les messages, et une fois que c'est apaisé, que les messages sont bien mis et que mon conjoint en dépression se rend compte que c'est pas une pression, là on peut commencer à envisager l'autre et de voir comment mon proche me le dit. S'il me dit, écoute, on vient de commencer cet objectif-là, donne-moi un peu de temps, je te donne du temps. Mais on est tous les deux dans l'avancée de la situation. L'équilibre est donc primordial et donc méga important, vraiment cher proche. Si tu réussis à mettre en place cet équilibre, cela ne va pas biaiser ton aide, tu vas pouvoir ne pas être non plus déçu, mais tu pourras mettre en place les choses étape par étape. Attention, bon rappel vraiment important, l'équilibre demande de la patience, du temps et de l'étape par étape. Et de mettre des choses et de proposer des situations, des solutions et de trouver l'équilibre ensemble. La communication est la clé dans l'aide qu'on va apporter à un proche qui souffre de dépression. Maintenant qu'on a notre équilibre, quelle est l'aide que je vais apporter à mon proche qui souffre de dépression ? Eh bien, l'aide, en fait, elle va être très simple. C'est d'apprendre à fonctionner au quotidien avec mon proche en dépression. C'est un truc que je vois beaucoup, mais on oublie vite ce qu'est la dépression. Quand on est face à notre partenaire, par exemple, qui devrait être motivé pour remettre en place des rendez-vous tous les deux. On est à distance et l'objectif, c'est de se revoir de manière régulière. Mon proche a l'air d'organiser plein de choses avec ses potes. Est-ce que vraiment c'est lui qui organise ou est-ce que c'est les potes qui ont l'habitude, qui sans s'en rendre compte, savent bien que cette personne n'organise absolument rien et du coup organisent pour cette personne. Donc du coup, on doit apprendre à fonctionner avec ce proche qui n'est pas motivé et qui a une flémingite aiguë de base dans son caractère. Donc je dois fonctionner avec la dépression. C'est quelqu'un qui va avoir du mal à s'organiser, c'est quelqu'un qui va pas toujours être motivé, et c'est quelqu'un qui peut en fait du jour au lendemain avoir un super week-end avec plein de potes et le lendemain être au bout de sa vie. On fonctionne avec la dépression. Je dois toujours faire la distinction de quand je suis en face de moi, quels sont les symptômes de la dépression de mon proche qui se manifestent. Oui, ma chérie, j'arrive pas trop à organiser là un week-end, on en parle plus tard. Indécision, idée négative, manque de confiance en soi, et puis on va rajouter peut-être culpabilité. Du coup, écoute maman, franchement, j'arrête pas de t'appeler toutes les 2 semaines, hein, t'exagères, je peux pas t'appeler toutes les semaines. Peur, anxiété, manque de projection, problème sur ses émotions, cette personne n'arrive pas à gérer cette partie-là. Quand ton proche te parle d'un sujet, mets en évidence les symptômes de la dépression. Tu es obligé de t'asseoir et faire preuve d'analyse. Donc oui, si tu fais une proposition à ton proche, il peut te dire non. Si tu organises une soirée, un moment détente, quelque chose, il peut te poser un lapin. Ce sont des choses qui, par contre, cela font partie de la dépression. Et quand ces situations arrivent, on va les verbaliser. Ah, t'es pas venu peut-être parce que t'es stressé, peut-être que parce que c'est à cause de la dépression. Ah oui, voilà, tu me connais, c'est un peu dur. Et hop, on rentre dans une conversation, on rentre dans une communication. Vraiment, la première action, c'est d'apprendre à fonctionner avec la dépression au quotidien, car on se rappelle, la dépression, c'est contre-intuitif. La manière de fonctionner d'un dépressif va à l'encontre avec notre construction. Mon conjoint, normalement, il devrait se rendre compte que du coup, il y a plus de piment dans notre relation. Non, lui, la seule chose qu'il veut, c'est sortir de sa dépression et de ses problèmes. Donc le piment dans la relation, c'est pas son délire. Donc l'objectif, c'est aussi de vraiment comprendre cette partie-là et de pouvoir apprendre à fonctionner avec le dépressif. Pour cela, on communique, on parle. Alors bien sûr, encore une fois, tout est une question d'équilibre. Je ne vais pas parler toutes les 2 heures ou toutes les heures de dépression, de ta dépression. Il faut aussi avoir de la légèreté. Donc mon équilibre, c'est d'apprendre à découvrir quels sont les moments où mon proche va manifester sa dépression, de comprendre comment elle est, de me rappeler que la dépression, c'est contre-intuitif, et donc de m'adapter aux besoins de mon proche en fonction, bien sûr, de mes capacités.
Et pour réussir à bien fonctionner avec la dépression au quotidien, la communication est la clé. Ensuite, le plus important, c'est de comprendre sur quoi aider dans le quotidien. Souvent, on essaye de faire plein de choses et on ne répond pas aux besoins spécifiques du proche en dépression. Pour répondre aux besoins de ton proche, tu as 2 actions que tu peux faire. Observer et communiquer. Observer, c'est super intéressant, ça te permet un petit peu de voir comment ton proche gère son quotidien, ses difficultés, etc. Et donc du coup, là, tu peux anticiper, faire du ménage, faire des courses, etc. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours la personne qui est en face de nous. Et donc, pour savoir sur quoi aider, on communique. Et peut-être que sur quoi aider, ça va être le fait de proposer des petits messages réguliers, envoyer des messages de soutien. Ça va être peut-être le fait de faire des petits cadeaux, parce que c'est pour montrer à quel point on est présent pour cette personne. D'envoyer des blagues, de faire des textos, pour savoir un peu comment va la personne. Ça va être aussi le fait de peut-être proposer une organisation pour une nouvelle soirée ensemble. Je communique. Si je veux savoir sur quoi aider mon proche en dépression, je dois parler avec lui et commencer mes initiatives et voir si ça fonctionne. Vraiment, là, dans la simplicité, c'est juste se positionner sur des actions qui vont permettre de garder une communication. Tout est dans les notes de cet épisode, tout est le suivi, le process est dans les notes de l'épisode, dans l'article de blog qui est sur mon site et le lien est dans les notes de l'épisode si tu veux aller plus loin. Vraiment, pour continuer aussi à aider ton proche dans la simplicité, c'est d'apprendre à profiter des moments simples du quotidien. Ça, c'est quelque chose que je trouve qu'on ne fait pas assez. Ton proche est en dépression, vous avez par exemple partagé une série Netflix comme tous les soirs, donc c'est pas canon, vous êtes en pyjama, la morve du bébé, elle est encore sur le bavoir, c'est pas mignon. Mais le simple fait de profiter de ces moments de qualité permet aussi à ton cœur équilibré, qui est dans l'équilibre qui doit être fait, de continuer à lui donner de l'énergie pour continuer à être un aidant. Franchement, les moments simples du quotidien sont vraiment importants. Regarder une série ensemble, partager une tasse de thé, une tasse de café, parler par exemple, d'une série, d'un film. Ces activités n'ont pas besoin d'être élaborées. Nous, on va pas tout simplement tous aller visiter les châteaux de la Loire. Non, on va pas forcément tous aller faire un week-end à Ibiza. On n'a pas forcément toujours les moyens. Mais l'important, c'est de passer du temps ensemble, sans pression, par rapport à la réalité du quotidien. Planifier une sortie hebdomadaire, même si c'est juste histoire de dire, tiens, on va aller faire des courses à Carrefour, tiens, on va aller au marché d'en bas, tiens, on va faire une promenade dans le quartier. Ça peut offrir une structure rassurante pour toi, avec une petite routine et le fait de faire du sport avec ton proche. Oui, Manuela, je suis à distance, comment je profite des moments simples du quotidien? Je profite des appels vidéo et je profite aussi des textos qu'on s'envoie. Je fais des petits cadeaux virtuels et nous profitons aussi de ces moments qui sont simples par des petits textos. Le fait vraiment de profiter des moments du quotidien, ce sont des événements qui vont être des boosters. On se rappelle, notre équilibre, il est fragile entre ce qu'on a besoin et les capacités de notre proche. Et donc, pour réussir à augmenter un peu plus cet équilibre, ce sont ces moments simples du quotidien qui vont être des shots d'énergie pour nous permettre de continuer. Mais attention, ces shots d'énergie ont besoin d'être stables, ont besoin d'être cadrés, ont besoin d'être adaptés à notre besoin et de connaître son histoire personnelle. Si j'ai tendance à me contenter du minimum syndical dans mon couple, #Manu, je me suis bien rendu compte de ça dans mon couple précédent, c'est un truc que je dois travailler personnellement. Si je suis dans l'anxiété par rapport à ma relation et que j'ai besoin d'être apaisée par rapport à la situation et que je n'arrive pas à profiter des moments simples du quotidien, j'apprends à gérer mon anxiété. Mais vraiment l'objectif, c'est de la répétition de ces activités simples va permettre de continuer à lier la relation, mais ça va te permettre encore plus à toi de voir que des choses peuvent être faites et que votre relation est toujours présente. Par contre, on respecte les limites de chacun et on ne force pas les choses. Parfois, des fois, être juste là en présence, avec du silence, est tout aussi puissant. Même par message, même par téléphone. Donc vraiment, ces petits moments simples du quotidien doivent être présents pour nous permettre d'avoir nos shots de bonté, nos shots d'amour, nos shots de bienveillance pour tenir le coup face à la dépression. Ensuite, il y a la dernière étape dont je voulais parler. Quand on veut aider simplement un dépressif, on lâche la pression d'aller mieux.
La dépression, c'est long. C'est vraiment très très long. Et si pour toi, la relation que tu as avec ton proche et ta vie ne reviendra que si ton proche va mieux, eh bien malheureusement, cet état d'esprit peut, biaiser la situation. Tu vas me dire, Emmanuela, quel état d'esprit, c'est une réalité. Je sais. La réalité, c'est que si on insiste pour que ton proche surmonte rapidement sa dépression, tu peux créer très vite l'inverse de ce que tu souhaites. Culpabilité, échec et rejet. Parce que ton proche en dépression a besoin de temps et lui, il n'a pas la même vision positive que toi. Rappelle-toi, il est dépressif. Donc l'essentiel est de pouvoir utiliser de la patience et de la compréhension. Pour cela, quand on célèbre les victoires, eh bien ça nous permet à nous de voir que ça avance. Nous, on a besoin de pouvoir avoir des éléments. Le fait de reprendre un travail, le fait de recommencer à faire du sport, le fait de parler avec ses proches, le fait de sortir, le fait de pouvoir peut-être ranger la maison. Il y a plein d'aspects autour de toi qui sont importants. Mais si tu les trouves minimes, malheureusement, ça va être contre toi et ça ne va pas t'aider de voir que ton proche va mieux. Un dépressif, il repart au mode 0, au mode bébé, et il doit reprendre en tant qu'adulte à refaire absolument tout. Donc du coup, l'objectif ici, c'est de ne pas lui mettre de pression, parce qu'un dépressif sous pression est un dépressif qui fait du rejet. Et un dépressif qui fait du rejet est un dépressif qui stagne et qui ne travaille pas pour sortir de la dépression. Donc si on lâche prise et qu'on laisse cette personne avancer, qu'on connaît le processus de guérison, ça va pendant un moment et je redescends, ça va pendant un moment et je redescends, ça va pendant un moment et je redescends, tant que je connais ce process, eh bien, je lâche prise. Ça va diminuer mon stress et diminuer la pression. Et je vais être attentif à tous les signes de progrès. Et je vais devenir le commentateur sportif le plus intéressant, mieux que les JO, pour mon proche qui souffre de dépression. Donc vraiment, l'objectif ici, mon cher ami, c'est de te permettre de lâcher prise pour trouver le meilleur équilibre et aider en simplicité. Quand on est vraiment dans cette position, qu'on arrive en fait à trouver un équilibre sur les besoins qu'on a et la capacité de notre proche, si on arrive en fait tout simplement à comprendre la dépression et son fonctionnement biaisé, qu'on arrive à fonctionner au quotidien avec notre proche, là tu as tel symptôme, là tu as telle situation, je devrais réagir comme ci et comme ça. Et quand je communique avec mon proche, tiens, je te trouve fatigué aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas ? Tiens, t'as du mal aujourd'hui à répondre à mes textos, t'as besoin d'un petit peu de repos. Sans bien sûr avoir un discours qui dit « Toi et ta dépression, vous me faites suer, comment ça se fait que t'arrives pas à faire ça ?» C'est un petit peu compliqué. Et pareil, dans la communication, évite de sortir le mot dépression. Parce que souvent, la personne peut avoir l'impression qu'en fait, tu ne vois pas la réalité de son problème. Le fait aussi de comprendre sur quoi aider au quotidien, quels sont les besoins de mon proche, l'observation et la communication. Je t'observe, je te demande et je vais faire les choses. Ainsi, on crée un lien ensemble qui permet d'être bien plus fort et qui me permet, moi, en tant qu'aidant, de pouvoir aussi cultiver un peu ce capital santé que je dois avoir pour continuer à t'aider dans la durée. Bien sûr, avec tous ces points-là, c'est les points les plus parfaits, c'est la vie parfaite, mais la réalité, c'est que notre quotidien, il n'est pas comme ça. Tu as besoin de prendre des pauses. Si tu veux avoir une aide équilibrée et simple, tu dois avoir des pauses. Des pauses de moments pour toi, des pauses de repos, des pauses de vacances. Par exemple, un dépressif a beaucoup de mal à planifier des vacances. On oublie l'indécision et vraiment fait qu'il est très difficile de se projeter. Planifie des moments pour toi. Et peut-être des moments sans ton proche en dépression. Eh ben ouais, ça peut paraître bizarre, c'est vrai. Mais des fois, ça permet aussi à chacun de prendre un peu de distance et surtout si ton proche a un attachement évitant, je t'invite à écouter un épisode de podcast, je crois que c'est quelques épisodes plus près, donc ça doit être l'épisode 83, 82, un truc comme ça. Si ton proche est un évitant, eh bien le fait aussi de mettre de la distance, c'est super intéressant, voire même non négociable pour que la relation continue. Et le fait que tu prennes du temps pour toi, ça va te permettre aussi d'aller de l'avant et de pouvoir en fait faire un petit bilan des dernières semaines. Qu'est-ce qui était bien pour moi? Qu'est-ce qui était pas trop bien? Comment j'adapte? Peut-être que il y a des choses que j'ai pas appris. Hop, j'ai cherché un épisode de podcast sur le sujet. Voilà, comme ça mon aide, elle est toujours alimentée.
moi, j'ai l'apaisement dont j'ai besoin, et peut-être qu'entre-temps, j'aurais besoin de voir un thérapeute pour travailler mes blessures, de l'abandon, du rejet, pour le fait de pouvoir aussi m'affirmer avec mon proche en dépression. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais pour ça, si je veux vraiment aider de manière simple et équilibrée, je dois prendre des pauses, car je suis la personne la plus importante de la situation. Bon, je me calme. Mais en gros, c'est ça que ça veut dire. Vraiment, si tu veux aider de manière équilibrée et de manière simple, pense aussi à toi. Car ton proche en dépression, malheureusement, ne sera pas capable de le faire pendant un certain moment. Et si tu veux vraiment aider sur la durée, fais-le étape par étape. On a vu beaucoup de choses aujourd'hui, n'est-ce pas? Vraiment un épisode de podcast comme d'habitude, je suis vraiment contente. Je parle vraiment pour moi de choses réelles, concrètes et adaptées à la réalité de ce qui se passe. Vraiment, c'est l'objectif des podcasts, c'est vraiment d'être plus au proche de la réalité de ton quotidien. Aider quelqu'un qui est en dépression, c'est génial, mais il doit être toujours fait dans l'équilibre et dans la simplicité, pour ne pas se perdre et avoir vraiment les plumes qui partent comme ça au fur et à mesure, parce que malheureusement on n'est pas bien. Aujourd'hui, ton objectif à toi, il est très simple, avoir toujours de l'équilibre dans la relation. L'équilibre, c'est quoi? C'est le lien entre mes besoins en tant que proche et les capacités de mon proche en dépression, et comment est-ce qu'on peut faire ensemble de trouver l'équilibre pour qu'on réponde aussi à mes propres besoins. Ensuite, une fois que j'ai mis mon équilibre et que j'ai de quoi gérer la situation, eh bien, je vais pouvoir mettre en place de l'action. J'apprends à fonctionner avec mon proche, je communique avec lui, j'observe pour voir ce dont il a besoin, je communique pour répondre à ses besoins, je fais en sorte de profiter des moments simples de l'instant présent et je lâche la pression pour aller mieux. Et forcément, une fois que je me suis concentrée sur mon proche, je ne m'oublie pas. Je fais des pauses, je prends des moments pour moi, pour aller de l'avant et pour tout simplement me détendre. Et si j'arrive à mettre en place toutes ces choses, eh bien, je serai fière de moi. En tout cas, j'espère que l'épisode de podcast d'aujourd'hui t'aura plu et qu'il te permettra de bien comprendre ce que je voulais te partager. Des fois, j'ai l'impression de ne pas avoir vraiment toujours les mots, alors j'espère vraiment qu'il sera adapté pour toi à la réalité, mon cher aidant. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'au bout, et moi je te dis à la semaine prochaine, chers proches, pour un nouvel épisode. Ciao!